je suis heureuse de vous présenter un professeur, juriste, linguiste, polyglotte. Il s'appelle Jacques Bourgoin et il est bien normal que vous ne connaissiez pas. C'est justement un des objectifs de mon travail, c'est de le faire connaître et surtout de faire connaître ses réflexions linguistiques. Donc c'est en passant par cet humaniste méconnu et son dictionnaire, parce qu'il a composé un dictionnaire étymologique plurilingue qui a été rédigé en latin et qui n'a jamais été traduit jusqu'ici, que je voudrais ajouter une petite pierre à l'édifice de l'histoire des langues et justement démontrer que les rapports entre les langues qui sont complexes, et on le sait ô combien sur le territoire polynésien, qui peuvent être faits de rivalité mais aussi de complémentarité, eh bien ces rapports-là témoignent dès le XVIe siècle déjà, et sur d'autres terres, d'une conscience aiguë de leurs enjeux à la fois linguistiques et didactiques. Ma présentation se portera sur les points suivants. Tout d'abord, une rapide évocation du contexte linguistique, parce que nous voyageons loin dans le temps et l'espace. Puis je vous présenterai cet auteur plurilingue qui s'appelle donc Jacques Bourgoin, un homme de droit et de lettres, un pédagogue, amoureux des langues. Ensuite, évidemment, son dictionnaire, et cela rejoindra en quelques points ce que Jacques a évoqué tout à l'heure. Et enfin, pour terminer rapidement, son projet d'académie. Mon objectif est le suivant, tisser entre elles les perspectives linguistiques, et même plurilinguistiques d'ailleurs, et didactiques, qui toutes deux éclairent un petit bout du siècle de Bourgoin, mais aussi, vous le verrez, d'une autre. Donc pour commencer, le contexte linguistique et l'enseignement est tout d'abord le rapport entre les langues. Dans l'histoire de la langue française, le rapport entre le latin et les langues vernaculaires, les langues vulgaires dont nous parlions, est passé en quelques siècles d'une situation de diglossie, c'est-à-dire en faveur du latin, à une époque où les langues vernaculaires étaient tout juste naissantes, à un déclassement en quelque sorte du latin qui est devenu ce que j'ai appelé le LLE, le latin langue étrangère. Il n'était plus alors langue de communication. Au début du XVIe siècle, il reste la prérogative de la haute érudition. On utilise bien sûr le latin entre érudits, mais le latin n'est plus la langue du peuple. Et il faut pouvoir réfléchir à ces rapports entre les langues qui peuvent être transposés dans notre contexte aussi. Il n'est plus la langue de communication, mais il est toujours la langue d'école et la langue de grammaire. Et encore pour de nombreux siècles, nous l'avons vu avec Jacques. Cela dit, au XVIe siècle, il existe toujours un bilinguisme. Ce bilinguisme, il existe chez les humanistes. C'est un bilinguisme français-latin, voire un trilinguisme français-latin-grec, et même souvent on y ajoute l'hébreu. Chez les humanistes, c'est-à-dire les savants, penseurs, lettrés du XVIe siècle, pas dans la population lambda, bien évidemment. Et d'ailleurs, au sujet des dictionnaires, je reprends là les propos de chercheurs de Le Salle et Girardin qui parlent même plus précisément non pas de bilinguisme mais d'un faux bilinguisme français-latin et ils évoquent un concept qui est, me semble-t-il, très intéressant pour notre environnement ici. Ils évoquent le concept de colinguisme. Il ne s'agirait pas donc de bilinguisme ou de rapport à évaluer en termes de rivalité, non-rivalité, mais de colinguisme dans lequel le latin et le français s'appuient l'un sur l'autre, s'expliquent l'un par l'autre. Et ça me semble effectivement très intéressant de ce point de vue-là. Il existe d'autres bilinguismes au XVIe siècle. C'est un siècle absolument foisonnant en termes de langue. Par exemple, un bilinguisme également italien-français. Parce que la cour française s'est italianisée avec l'arrivée des Médicis. Donc il existe aussi ce bilinguisme-là, italien-français. L'espagnol commence petit à petit à entrer en scène également. Donc on voit dans cette Europe des langues le panorama se modifier. Et le colinguisme entre langues vivantes contemporaines entre en jeu au même titre que le latin. Donc on voit apparaître différentes langues qui interagissent les unes avec les autres. Au XVIe siècle s'opère un prodigieux élargissement des horizons linguistiques. C'est en ça que c'est un siècle passionnant à mon sens, et ça, c'est lié au plurilinguisme, donc à considérer en termes de richesse. Je vous livre cette citation qui est celle de Robbins et qui dit « Et voici soudain un monde tout bruyant de 1000 idiomes divers, langues anciennes, à nouveau enracinées dans leur histoire et leur culture, vernaculaires, ambitieux, de disputer aux premières leur hégémonie ou en quête de leur identité,
dialectes surgissant de tous les coins des terroirs, langues exotiques venues du nord mystérieux, du lointain Orient ou proches, comme cet arabe dont certains devinent la parenté avec l'hébreu. Le XVIe est aussi le siècle des découvertes et des voyages, et la richesse plurilinguistique y est absolument considérable. Ce plurilinguisme ne concerne donc pas seulement les langues supposées officielles, non officielles, mais aussi, vous le voyez, les dialectes. Et nous entrons sur le terrain des langues régionales, qui ne sont pas sans faire écho aux nombreuses langues régionales polynésiennes pour faire ce parallèle avec le fénois. Et donc, là-bas comme ici, ces langues attestent de la diversité des peuples. Et c'est pour cela qu'au XVIe comme au XXe siècle, les langues régionales participent, je reprends les propos de Mireille Huchon, au concert des variétés de la langue universelle. La pluralité des langues est actée. Maintenant, comment sont-elles traitées dans les ouvrages lexicographiques? Et ce sera un prolongement en quelque sorte à ce que disait Jacques tout à l'heure. Donc, les ouvrages bibliographiques, il faut savoir, lexicographiques, pardon, ceux qui sont publiés en France le sont d'abord en latin et portent sur le latin. Pour découvrir des ouvrages lexicographiques sur la langue française, puisqu'on s'intéresse à son histoire, il faut s'exporter. Et il faut aller, par exemple, en Angleterre. Et c'est Palsgrave, par exemple, qui a écrit, depuis Londres, l'éclaircissement de la langue française. Nous sommes en 1530. Donc le français est d'abord décrit, mais ailleurs, à l'étranger, et par quelqu'un dont ça n'est pas la langue maternelle. Donc ensuite, progressivement, bien sûr, le français émerge. On constate une émergence du français comme possible objet de savoir et support de savoir, et cela se fait au détriment du latin, qui perd en quelque sorte du terrain. Je cite Sperone Speroni, qui est un auteur de dialogue italien au XVIe siècle. Il dit déjà, et il le dit dans sa langue, là c'est moi qui traduis, le latin est seulement de l'encre et du papier. Il n'est plus langue de communication depuis un moment déjà. A contrario, le vernaculaire, le français en l'occurrence, mais aussi l'italien, l'espagnol, est peu à peu codifié. Et c'est lorsqu'on codifie une langue qu'on assure sa pérennité. C'est là que tout commence. Donc c'est un siècle hétéroglosse qui a produit un nombre incroyable d'ouvrages lexicographiques, des dictionnaires, des colloques. Les colloques, ce sont les dialogues, parce qu'on apprend la langue avec les dialogues, des lexiques, des répertoires, des méthodes de langue, des recueils de phrases utiles, comme on peut en trouver, vous le savez, à la fin des petits manuels de voyage. Cela existait déjà à destination des voyageurs, des marchands, parce que le monde s'ouvre. Donc, une production absolument incroyable, de grammaire aussi, qui ont soit une visée théorique, soit une visée beaucoup plus pragmatique et pédagogique. Vous connaissez le calepin. Le calepin doit son nom à Ambrogio Calpino, qui est un auteur donc, du XVIe siècle, qui a produit un dictionnaire qui a fini par porter son nom et qui, par antonomase, est devenu le petit carnet que l'on nomme aujourd'hui. Et donc, le calepin, l'édition de 1509, était seulement bilingue. C'est pour vous donner un exemple. Hein. Bilingue latin-grec. Quelques décennies plus tard, il comporte 8 langues. Et il ira même jusqu'à 11 langues. Alors ce ne sont que des colonnes de mots, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'apparat métalinguistique comme tu en parlais tout à l'heure, mais on voit une explosion prodigieuse de l'intérêt pour les langues. Ce qui démultiplie les langues à l'étude, eh bien, c'est l'essor du commerce, c'est l'accroissement de la bourgeoisie aussi, les progrès technologiques, parmi lesquels l'imprimerie, ce qui génère déjà, au XVIe siècle, il n'y avait peut-être pas d'ESP, mais il y avait déjà un débat sur les méthodes d'apprentissage des langues et on s'interrogeait sur ce qui pouvait être le plus efficace. Est-ce qu'il fallait apprendre des formules toutes faites par cœur et se mettre en situation, ou bien est-ce qu'il fallait avoir un manuel scolaire et l'apprendre dans le livre, dans la classe? C'était des questions que déjà à l'époque on se posait et qui ont été produites par cette grande production lexicographique. Donc le plurilinguisme
est au fondement de toute la réflexion sur le français, et remplaçons le français par n'importe quelle autre langue finalement, hein. Et il préside à la naissance de la grammaire et de la lexicographie française. Il accouche même d'une nouvelle discipline qui ne portait bien sûr pas ce nom, qui n'était pas érigée en science, mais qui était tout de même une pratique, et que nous appellerions aujourd'hui la linguistique comparée. Et c'est dans cette effervescence lexicographique que se positionne Jacques Bourgoin, notre auteur. Jacques Bourgoin, donc, qui naît en 1543 dans une famille aristocratique, on est à Nevers, une famille qui est implantée dans le domaine de l'administration. Tous, ce doit être génétique, sont juristes, administrateurs, conseillers du roi. Il ne déroge pas à la règle, Jacques Bourgoin est juriste comme ses aïeux, et il devient même en 1579 avocat au Parlement de Paris, il est également professeur de droit. Et ce qui l'intéresse d'autant plus qu'on le voit dans son dictionnaire, je vous en parlerai rapidement après, dans son dictionnaire, donc composé de différents articles, il y a un article, l'article Alpes, qui porte sur les Alpes, et dans lequel justement il fait référence à une rivalité des écoles de droit. De part et d'autre des Alpes, la France, l'Italie se disputent à ce sujet. Il parle d'une rixarum di gladiatione pour marquer donc l'acharnement des disputes qui étaient significatives entre les écoles. Pour le présenter, je suis obligée de me poser la question de sa confession. Parce que dans un siècle déchiré par les guerres civiles, il est important de savoir s'il était catholique ou protestant, d'autant plus que souvent, c'est dans le milieu protestant à cette époque que l'on a beaucoup produit d'ouvrages lexicographiques de réflexion sur la langue. Malheureusement, je n'ai pas la réponse et j'ai cherché. C'est vrai qu'il étudia à Genève. Le fait d'étudier à Genève, c'est un indice qui le placerait du côté des protestants. D'ailleurs, on sait qu'il fut l'étudiant de Calvin. Donc ça aussi, bon, ça laisse plus qu'un doute sur sa confession. On le sait parce qu'il est le seul à avoir dessiné Calvin de son vivant. Vous jugerez vous-même de ses qualités de dessinateur, mais il est le seul à l'avoir fait en tout cas, ce qui atteste du fait qu'il ait suivi ses cours. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a reçu une formation protestante pendant quelques années, il le soit resté et il l'ait revendiqué. Parce que j'ai longuement enquêté du côté de son imprimeur, du côté des dédicataires et dans son dictionnaire aussi, bien sûr. Je me suis dit que j'allais bien trouver des indices. Dans son dictionnaire, il traite rapidement des protestants qu'il appelle huguenots. Il donne quelques indications linguistiques sur l'étymologie et puis c'est tout. Donc finalement, dans l'état actuel des recherches, je pense qu'il exerçait une sorte de droit de réserve en quelque sorte et que le fait de ne pas afficher sa confession pouvait peut-être lui permettre plus de liberté dans son écriture. En tout cas, s'il s'est engagé, c'est moins sur le terrain religieux qu'en composant une œuvre lexicographique qu'il voulait monumentale, qui restera achevée. Cette œuvre, elle s'appelle, vous avez le titre en latin et sa traduction en français, elle s'appelle donc « De l'origine, usage et raison des mots vulgaires de langue française, italienne et espagnole ». C'est un dictionnaire qui comporte 101 mots, 101 lemmes d'entrée qui sont tous en français et qui suivent l'ordre alphabétique. Pour Anna Maria Gallina, c'est une conversation contenant un peu de tout, notes étymologiques, historiques et érudites de genres variés. N'imaginez pas un dictionnaire sec, un mot français et son équivalent espagnol, italien, un peu de latin, un peu de grec. C'est beaucoup plus étoffé que ça. C'est comme un petit parcours, une déambulation. L'étymologie, on va la chercher du côté de l'hébreu parfois, du côté du latin, du grec. On fait des ponts entre les langues ou on n'en fait pas. Ça n'est pas rigoureusement scientifique et calibré comme ça l'est aujourd'hui. Donc une conversation et son ambition, elle est la suivante. Il la mentionne dans son épître. L'épître, c'est l'introduction à son ouvrage qu'il rédige en français. Tout le dictionnaire est rédigé en latin, à l'exception des mots d'entrée qui sont en français, mais l'épître, l'introduction, est en français. Dans cet épître, voici ce qu'il dit, ce qu'il souhaite faire. Traiter l'origine et étymologie des mots, laquelle nous découvre, nous fait entendre leurs causes et propriétés et vérités. C'est très important de revenir à l'étymologie,
parce que l'étymologie, et il le disait donc il y a déjà quelques siècles, améliore la compétence linguistique. C'est lui qui parle, qui écrit. Qui peut bien parler sans savoir la propriété? D'où se peut mieux savoir la propriété que par l'origine? Donc l'étymologie est évidemment fondatrice. Et cette science, en plus, facilite l'acquisition des connaissances. Parce que, à l'époque, c'est probablement toujours vrai, mais il faut connaître les mots pour connaître les choses. Il y a véritablement un lien inextricable entre les deux. Et c'est vraiment une preuve du tressage qui existe entre les langues et les connaissances, donc les apprentissages. Par la voie de l'étymologie, on peut, sans laborieuse étude, parvenir à la louable encyclopédie et instruction générale de toutes choses et peu à peu de toutes affaires. Le français du XVIe n'est plus le français d'aujourd'hui. Là aussi, ça nous permet de mesurer l'évolution de la langue. Mais ce qu'il souhaite, c'est connaître. La louable encyclopédie, c'est la connaissance des choses. Et pour ce faire, il convoque le grec, l'hébreu même. Ça, c'est par exemple l'article Adam, donc entièrement rédigé en latin, mais dans lequel il insère quelques mots hébreux, et c'est logique quand on parle d'Adam, mais aussi un peu de grec. Donc du grec, de l'hébreu, de l'italien aussi, je l'ai fait figurer en vert ici, de l'espagnol qui figure en rouge, en plus du français bien sûr. Il fait même parfois allusion à l'allemand ou encore à l'arabe. Quand je dis qu'il est plurilingue, c'est peu de le dire, hein. Donc c'est un tressage de langues qui est extrêmement intéressant quant à leur histoire et qui montre aussi tout l'intérêt qu'il a pour les auteurs de l'Antiquité. Parce que quand je vous ai dit que on faisait un bond de 5 siècles, là je vais vous en faire un de plutôt 20 siècles, 21, 22 siècles, puisqu'il dit par exemple qui en effet n'aspire pas à marcher sur les meilleures traces. Et les meilleures traces pour lui, comme pour beaucoup d'humanistes du XVIe, ce sont les auteurs de l'Antiquité gréco-latine. Donc on va rechercher dans l'Antiquité des traces de ce que l'on veut imiter. Et c'est pour cela, entre autres, qu'il rédige encore en latin. À la fin du XVIe siècle, on peut rédiger en français déjà. Lui fait ce choix-là. Il donne au latin le rôle de ciment de l'union des langues. Ce qui ne l'empêche pas de considérer que les langues modernes ont gagné leurs lettres de noblesse, parce qu'elles sont plus parfaites que jamais. Elles sont harmonieuses, plus encore que les anciennes. Évidemment, parmi les langues anciennes, il se réfère ici à l'hébreu, parce que l'hébreu est à bon droit appelé la langue divine et mère. L'hébreu, c'est la langue par laquelle Dieu a parlé et écrit, et c'est donc la langue, la première, probablement celle qu'il place avant toute, puisque c'est la langue divine. Donc, par rapport à l'hébreu qu'il soutient, il démontrera tout de même que si toutes ces langues sont harmonieuses, c'est parce qu'elles sont sœurs, mais même si elles sont sœurs, sa hiérarchie positionne la français en premier lieu. Donc, oui, j'accélère, 5 minutes, très bien. Donc, de l'hébreu, eh bien de l'hébreu, puisqu'il travaille en diachronie et asynchronie, passons au grec, hein, rapidement. Par rapport au grec, il le cite beaucoup, il cite Homère, Ésope, Anacréon, Démocrite, Xénophon, etc. Du grec, il se réfère aussi au latin. En grec ancien, j'avais simplement choisi cette référence à Pythagore pour vous dire que Bourgoin s'amuse aussi de quelques citations. Il cite Pythagore qui dit lui-même « Cerebrum non ne ede », ne mange pas ton cerveau, qui est un probable équivalent de « ne mange pas ton cœur, ne te torture pas l'esprit ». Donc c'est pour vous dire que l'ouvrage est vraiment complètement hétéroclite et très riche de ce point de vue. Le latin également, bien sûr. Donc il va même jusqu'à croiser les langues. Il dit que dans la généalogie des langues, l'aïeul et la grand-mère, c'est l'hébraïque, la grand-mère, c'est la grecque, la mère, c'est la latine, et les sœurs sont les françaises, italiennes et espagnoles.
Il pratique même l'alternance codique. Il y a quelques siècles de ça. Pour expliquer une étymologie, il va mélanger par exemple. Un mot peut avoir un petit bout de latin et puis ce latin il va être collé à un mot français. C'est le cas ici. Hein. Je ne vais que rapidement, je manque de temps. Mais il associe du latin, le latin breu, au français aigne, pour le mot breu-aigne qui veut dire stérile littéralement, qui déteste accoucher. Ou bien avec le grec aussi. Par exemple, méné, qui veut dire le cadet, le benjamin, eh bien il va associer du grec, le grec mé, avec le français aîné. Donc l'alternance codique, même s'il dit que ça n'est pas la meilleure des solutions. Donc les langues vernaculaires, elles viennent du latin, et c'est important pour lui parce qu'au XVIe siècle, il y en a beaucoup qui disent que le français vient du grec, et surtout du grec. Lui défend le latin en tant que langue la plus douce, facile et maniable, qui soit entre les hommes. Et je le disais tout à l'heure, la française, l'italienne, l'espagnole sont plus parfaites que jamais, d'autant qu'elles approchent plus que jamais du latin, on en revient quand même là, leur origine. Elles sont sœurs, mais attention, sur le podium, la première, c'est la française, primauté de la langue française, elle est quand même, il le dit, c'est la nôtre, donc on la met devant. La deuxième, c'est l'italienne. Et donc la française, parce qu'elle est nôtre, naturelle, foncière, douce et facile. Ah non, il n'est même pas sur le podium. Médaille de chocolat. Donc, la langue française n'est ni si perplexe que la grecque, si variable que la latine, si aspirée que la toscane, l'italienne, si pesante que la castigliane. Parce qu'à de nombreuses reprises, pardon pour les hispanophones, mais ils trouvent l'espagnol un peu lourd. Voilà. Donc c'est le français qui a effectivement la médaille d'or. Mais ces trois vernaculaires qui sont connectés, qui sont parentes, c'est important de dire, et il le précise, qu'elles sont nos alliés. C'est-à-dire que 5 siècles avant nous, il fait la promotion des vernaculaires, pas seulement du français. Il n'est pas patriote linguistique, pour reprendre cette expression. Il fait comme nous le faisons en Polynésie, la promotion des langues. Lui faisait à son siècle et en son temps, la promotion des langues, dans le but, et je termine rapidement avec ce dernier volet, dans le but de nourrir l'Académie du Roi pour instruire la jeunesse qu'il a fondée. Parce que, outre ce monumental travail qu'il n'a pu achever, eh bien, il a voulu fonder une académie. Et savez-vous à quoi ressemblait une académie à cette époque? Eh bien, ça n'était pas la Sorbonne, institution catholique, ça n'était pas le Collège de France, c'était des institutions qui voulaient former de jeunes nobles. Et les jeunes nobles, on voulait les former aux armes, mais pas seulement. On voulait qu'ils aient une éducation complète, entière et accomplie. Il propose le programme de son éducation dans un discours qu'il prononce au roi Henri IV. Ça, c'est simplement le titre de ses discours. Et donc, dans ce discours, il est très novateur aussi. Il propose des jumelages avec d'autres écoles, par exemple une école d'éducation. Donc, il a une politique éducative globale, en quelque sorte. Et son ambition, c'est d'encourager les bons esprits aux lettres. C'est d'apprendre, bon, les armes, il le faut bien, ce sont de jeunes nobles, mais aussi les sciences par utilité. On veut récupérer, former les jeunes, on craint la corruption aussi, donc on veut qu'ils aient une éducation entière, ces jeunes nobles, afin de les retenir, parce que ce qu'il craint, c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui la fuite des cerveaux. Il veut retenir le bien et honneur en France et empêcher la jeunesse de sa noblesse de n'être contrainte de se transporter à ce pays étranger. Donc les retenir pour pouvoir faire évoluer le pays qui a été entièrement dévasté par les différentes guerres de religion. Donc les éduquer dans une académie transconfessionnelle, encore une fois, où l'on n'affiche pas de préférence, c'était le cas pour beaucoup, et dans laquelle, évidemment, l'enseignement des langues est primordial. Et j'en reviens à notre préoccupation majeure, enseigner le français, parce qu'il considérait que les nobles ne voulaient pas suivre un long cursus d'études en latin, pourquoi je ne sais pas, mais qu'il fallait être donc un peu plus efficace, disons, en leur proposant des choses qui correspondent à leurs besoins, ce qui ne signifie pas que les langues anciennes soient oubliées, parce qu'elles doivent être assimilées, mais comme langue étrangère, objet et non plus véhicule du savoir. C'est quelque chose de très important. Et donc c'est le français qu'il met à l'honneur.
Il le dit dans l'inscription qu'il propose dans la salle dans laquelle auront lieu les cours, qu'il va tous donner lui-même d'ailleurs, à l'exception des cours de physique, d'éducation physique et sportive, des armes, etc. Mais tout ce qui concerne la science, et que ce soit la science au niveau des langues, des mathématiques, etc., c'est lui qui les dispensera. Il dit qu'aux 3 langues anciennes soit ajoutée la 4e, la française. Et il développe une sorte de fétichisme autour du chiffre 4 qui a l'air assez important pour lui. Donc c'est toujours 4, un discours à en prononcer à Henri IV, le jour de ses 44 ans, où la langue française est la 4e. Donc il insiste sur l'importance d'un enseignement en français, à un siècle où la langue d'enseignement est encore le latin. Ça fait réfléchir sur les rapports entre les langues, bien sûr. Donc on promeut l'enseignement en français, de la même façon, vous me permettrez ce parallèle, que l'on promeut l'enseignement des langues polynésiennes en langue polynésienne. Je conclus rapidement pour vous dire en conclusion, que l'on retourne au point de départ. Donc nous sommes partis de la source de l'étymologie et nous sommes passés par un dictionnaire assez vite pour démontrer que la connaissance des choses passe par la connaissance des mots. En Europe, comme en Polynésie, hier comme aujourd'hui, l'étude du rapport entre les langues excède complètement le seul domaine linguistique. L'étude du rapport entre les langues occupe le terrain du savoir et de sa transmission. Donc le plurilinguisme, qui est souvent décrit comme une mosaïque de langues, eh bien, je vais préférer à cette image de morcellement la métaphore de l'union, la métaphore musicale du cœur. Et c'est pourquoi, et je termine tout à fait avec cela, je définirai le plurilinguisme comme un cœur de langue, tout légitimement placé, Bourgoin l'a prôné avant nous, au cœur de nos recherches et pratiques éducatives. Merci beaucoup pour votre attention.